Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Une ère partie, 1940 à 1949. 10 ans de lutte pour un monde meilleur. Pendant l'occupation, j'ai vécu la peur et la terreur, mais aussi le patriotisme, la loyauté et l'héroïsme vrai. Nous étions privés de presque tout ce que nous jugeons indispensable aujourd'hui. Pourtant, je pense que nous étions riches car nous apprenions la valeur des relations humaines, la compassion et la responsabilité envers l'autre. Je ne choisirais pas de revivre cela, mais je regarde cette époque avec l'impression d'une perte. Nous avions une raison qui méritait que l'on vive, que l'on combatte, que l'on meure même pour elle pour certains. C'était une leçon de vie. Témoignage d'un villageois cité dans Monsieur Mazover 13. 1. La Grèce attaquée. 1940 à 1941. Quand le 28 octobre 1940, à l'issue d'une soirée donnée en l'honneur du fils de Puccini, l'ambassadeur italien de Grazzi remet au Premier ministre grec Ioannis Metaxa l'ultimatum envoyé par son gouvernement. Le Duce ne s'attaque qu'à un pays pauvre, en pleine crise morale et politique dont le gouvernement semble peu décidé à combattre. La partie paraît donc gagnée d'avance. La Grèce de 1940. La Grèce de 1940 est en effet un pays rural, endetté et économiquement dépendant. On peut dire que c'est un semi-protectorat anglais, tant y est grand le rôle politique, économique et financier de la Grande-Bretagne. Le PNB grec par habitant est estimé alors à $61, environ 1/9 de celui de son contemporain anglais, $560 par habitant 14. La pauvreté se révèle par un faible niveau alimentaire, 4 fois moins de calories disponibles qu'en Grande-Bretagne par habitant et forte prédominance des céréales et des légumes secs, la présence endémique de maladies comme le trachome, la tuberculose, 10 fois plus de cas qu'aux États-Unis dans les années 1930 et près de 15 000 nouveaux cas enregistrés chaque année, ou la malaria, le pays consomme 5% de la quinine vendue dans le monde. Elle se traduit aussi par de violents contrastes sociaux. En 1940, 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Selon les normes gouvernementales, 600 000 foyers ont un revenu annuel inférieur à 18 000 drachmes tandis que 900 d'. Entre eux, les 2% les plus riches déclarent plus de 2 millions de drachmes. Les ouvriers des mines du Laurion rappellent Germinal, mais les armateurs possèdent la 6e flotte mondiale avec 1280 navires. Les années 1930 produisent une génération d'écrivains sans pareil, mais un tiers de la population est analphabète et plus de la moitié n'a pas terminé les 4 ans d'enseignement primaire obligatoire. Les contrastes se retrouvent entre les régions. Les 3 grandes villes, Athènes, Salonique et Patras, connaissent l'industrie, l'électricité et le tramway. La bourgeoisie, vêtue à l'européenne, y apprend le piano et lit l'illustration. Les plaines profitent d'un pâle reflet de cette relative modernité, mais les montagnes, 70% de la surface du pays, surprennent les premiers agents britanniques en 1942 par l'absence des services d'. État élémentaire, routes, écoles, médecine, postes, et par leur rudesse archaïque et leur misère. Les montagnes sauvages qui couvrent la plus grande partie de la Grèce n'ont aucune société cultivée, pas d'indigènes pittoresques, de société disciplinée, pas de ruines intéressantes sauf celles faites par les Allemands. Rien que la désolation et la pauvreté. Elles vivent à peine au XXe siècle. Rien dans leur vie matérielle n'a changé depuis 2000 ans sinon l'invention du verre, et encore pas pour tous, 15. C'est un pays rural qui, en 1940, compte 7 344 000 habitants dont 67% de ruraux, près de 5 millions de personnes, soit le chiffre le plus fort jamais atteint car bien des villages n'ont jamais retrouvé leur population de 1940. Malgré la mise en culture de large surface depuis 1925, faute d'engrais chimiques et de moyens matériels, 1500 tracteurs en 1938, les rendements restent faibles, la production de céréales est inférieure aux besoins et le pays doit importer 35% de sa consommation de blé en 1939. L'agriculture fournit cependant 90% des exportations, l'essentiel 71,5% provenant de 3 produits, le tabac, 50% du total des exportations grecques, les raisins secs, 14% et l'huile d'olive, 7,5%, d'où la fragilité du pays face à la crise mondiale des années 1930 qui frappe prioritairement ses produits de demi-luxe. Si 277 000 personnes travaillent dans l'artisanat et l'industrie,
seules 5000 entreprises emploient plus de 5 personnes et les grandes unités qui fournissent aux villes l'eau et l'électricité ou traitent les produits miniers sont contrôlées par des capitaux étrangers. Cette dépendance est aussi financière. Endettée bien avant sa naissance en 1832, la Grèce voit son budget contrôlé depuis 1898 par une commission internationale et devant la chute de ses exportations, en 1932, elle se déclare incapable de rembourser les intérêts de sa dette, détenue à 70% par la Grande-Bretagne. À partir de 1936 néanmoins, elle réussit à verser 40% des sommes dues, ce qui absorbe 34% des ressources de l'État. L'Allemagne profite des circonstances pour accentuer sa présence par des accords de clearing, important du tabac qu'elle paye en produits industriels, ce que la Grande-Bretagne, plusieurs fois sollicitée par le Premier ministre grec, se refuse à faire, comme elle achète aux Grecs beaucoup plus qu'U'. Elle ne leur vend. Elle a déjà à Q annulé en septembre 1936 un déficit de 34,5 millions de marks et fournit alors à la Grèce du matériel militaire puis lui accorde un prêt, ce qui provoque les protestations britanniques contre un gouvernement accusé de germanophilie. On retrouve dépendance et contraste en politique. Depuis 1917 et l'expulsion du roi Constantin sous l'action conjuguée de la France et de son premier ministre Elefthérios Venizelos XVI, le roi de Grèce a dû s'exiler à 3 reprises. Le pays est profondément divisé et la République, guère plus heureuse que la monarchie, connaît entre 1924 et 1935 13 coups d'État, tentatives de coups d'État ou projets avortés, tous avec l'aide ou à l'initiative de militaires. Le dernier, un échec, est tenté en mars 1935 par des officiers vénizélistes avec l'aval de Venizelos lui-même. Les putschistes exilés, leur parti s'abstient aux élections suivantes de juin 1935 que le parti opposé, les populistes menés par Panayotis Tsaldari, remportent donc aisément. Néanmoins, 4 mois plus tard, en octobre, d'autres militaires imposent le retour de la monarchie sans consultation populaire préalable. La République est alors abolie par l'Assemblée, en présence d'un quart seulement des députés, puis par un référendum truqué, 98% de oui. Le roi George Hill, en exil depuis 1923, retrouve son trône avec le soutien actif des Britanniques qui voient en lui un gage de stabilité pour la sauvegarde de leurs intérêts en Méditerranée orientale. L'opinion accepte le fait accompli, même Venizelos, de son exil français, dans l'espoir d'une réconciliation nationale, conseille à ses partisans d'en faire autant. Seuls les communistes 17 et quelques rares vénizélistes dissidents se prononcent contre, tels Papandréou ou Papanastasiou 18. Mais tous attendent de voir le roi à l'œuvre. Hors des élections législatives du début de 1936 sort une assemblée ingouvernable qui reflète la division du pays. 2 coalitions s'opposent. L'une autour des populistes obtient 143 sièges, l'autre autour des vénizélistes, 142, et cherche au cours de tractations plus ou moins secrètes à obtenir le soutien des 15 élus communistes. George II choisit pour Premier ministre un banquier incolore, de Mersey, mais il meurt en avril 1936 et le roi fait appel alors au général Metaxa, un ultra-royaliste fidèle, chef d'un groupe de 7 élus. Comme le KKE profite des circonstances pour accentuer sa pression et organiser des manifestations de masse violemment réprimées 19, tandis qu'un groupe de députés, populistes et libéraux, vient demander au roi d'éloigner son ministre 20, Metaxa saisit l'occasion d'une grève générale annoncée pour le 5 août 1936. Il fait signer par le roi George II le 4 août des décrets qui suspendent sine die plusieurs articles de la Constitution. Sous prétexte de danger d'insurrection communiste, le Parlement, les libertés fondamentales et les partis sont supprimés jusqu'à nouvel ordre. Le Premier ministre instaure une dictature paternaliste et passéiste d'un anticommunisme virulent, qui emprunte souvent un vocabulaire mussolinien, alors que lui-même, complexé, pressé de quitter son uniforme et effrayé par la foule, n'a aucun des traits théâtraux du Duce. Son spécialiste de la police, Maniadakis, se distingue par son efficacité. Il se flatte d'avoir arrêté 45 000 communistes en 4 ans alors que le KKE n'avait obtenu que 73 000 voix en 1936 et ne comptait guère que 15 ou 16 000 membres, et il désorganise le parti en infiltrant des renégats dans ses organes centraux et son journal. Le régime hérite d'un arsenal juridique qu'il renforce. La loi de 1871 contre le banditisme permet de poursuivre la famille, supposée complice des suspects, et depuis la loi 121 du 31 décembre 1913,
Elle peut également s'appliquer aux premiers syndicalistes. Dans chaque département, une commission de sécurité publique, le préfet, le chef de la gendarmerie et le procureur, peut bannir pour 1 an toute personne soupçonnée de troubler l'ordre, la paix ou la sécurité du pays, et la déportation administrative. Un nouveau degré est franchi en 1929 avec la loi dite Idiot-Nimo votée par les libéraux. Elle prévoit des peines de prison de 6 mois, ou un exil de 1 à 2 ans, pour ceux qui partagent, répandent ou veulent appliquer des idées dont le but est de renverser par la violence l'ordre social établi ou de détacher une partie du territoire national. Écrivains et éditeurs qui diffusent ces idées sont eux aussi passibles des mêmes peines, les fonctionnaires ou officiers qui ont des sympathies pour ces idées sont renvoyés, les réunions en leur faveur sont interdites. Les exilés sont envoyés dans les îles de Folegandros, Anafi, Kimolo, Amorgos, Gavdo ou Agios Evstratios, ou dans un camp disciplinaire près de Kalpaki au nord de l'Épire. La loi prévoit également qu'après avoir effectué un quart de sa peine, le condamné peut être libéré s'il signe une déclaration, mise en place dès 1933, dans laquelle il avoue avoir partagé les idées condamnées et sans repentir. Metaxa suit les mêmes schémas. Le 18 septembre 1936, la loi d'urgence 117 reprend les termes de la loi de 1929 et prévoit 3 mois de prison et 6 mois à 2 ans d'exil contre toute personne qui à l'oral ou à l'écrit, directement ou indirectement, vise à diffuser, développer ou appliquer des théories, idées ou systèmes sociaux, économiques ou religieux tendant à renverser l'ordre existant. Les propriétaires de livres exposant les idées condamnées doivent même les remettre à la police sous peine d'être eux aussi condamnés. Une nouvelle loi d'urgence, la loi 1075 du 11 février 1938, renforce la précédente et prévoit 3 mesures complémentaires. Une codification précise de la déclaration de repentir, la création pour les exilés de camps de concentration où l'on souhaite leur réapprendre une vie organisée, enfin la mise au point d'un certificat de loyauté attestant des convictions sociales de chaque fonctionnaire. On estime qu'entre 1929 et 1937, 2850 personnes ont ainsi été exilées, puis 1000 à 5000 autres entre 1937 et 1940. Lorsque la guerre éclate en 1940, il y a 2000 prisonniers politiques répartis entre plusieurs prisons, pour la plupart d'anciennes forteresses délabrées. La prison de Corfou, héritée de la période britannique, est la seule à disposer de cellules d'isolement où sont incarcérés les cadres du parti. À l'inverse, la prison communiste de Akranopli, décret du 3 février 1937, qui regroupait 600 à 650 hommes en de vastes dortoirs et où les détenus bénéficiaient d'un régime d'autogestion, permit aux communistes de compléter l'éducation politique de certains internés et de faire régner une stricte discipline de pensée qui réduisit le nombre des repentis. Aucune opposition politique sérieuse à Metaxa ne s'est manifestée. Les vénizélistes sont en exil depuis 1935, Venizelos, Tsaldari et Papanastasiou meurent en 1936, seuls quelques courageux se déclarent et sont aussitôt exilés. Le roi entérine toutes les décisions de son premier ministre et à sa mort en janvier 1941, le remplace par un banquier, Corisi, qui se suicide devant l'invasion allemande 21, puis par un administrateur de la Banque de Grèce, Emmanuel Tsoudero. Il ne profite même pas des circonstances pour réintégrer les officiers victimes de la purge de 1935, ou pour désavouer Metaxa dont fin popularité était grande comme en témoigne ce rapport de L'. Attaché militaire français, Perronnet, le 25 octobre 1938-22. Comme M. Mussolini ou M. Hitler, le général Metaxa a supprimé tout parlement, la liberté de parole, de réunion et de la presse, fait appel aux jeunes, combat sans répit le bolchevisme, améliore le sort de l'ouvrier et du paysan, accorde tous ses soins aux forces armées. Comme le fascisme à ses débuts, il a usé de l'huile de ricin et de la déportation en masse. Les adversaires les plus violents du régime affirment qu'il y a 15 000 Grecs sous la surveillance de la police, dont la plupart, soumis à résidence forcée dans de petites îles, ne recevraient pour vivre que 6 drachmes, soit 2 F par jour. Comme M. Mussolini, il a maintenu le roi au-dessus des partis et s'incline devant lui. Mais 2 traits essentiels distinguent le régime autoritaire de M. Metaxa de tous les autres. Premièrement, alors que Hitler et Mussolini s'appuient sur un nombre immense de partisans, le général Metaxa n'est suivi de bon cœur par personne. S'il y avait des élections libres, il ne recueillerait pas 20 000 suffrages sur un peuple de près de 8 millions d'habitants.
La réprobation générale et la méfiance à l'encontre de la dictature et des politiques s'étend donc au roi Don Canellopoulos, pourtant modéré, déclare en 1942 qu'il ne représente que 2% des voix 23. Il faut noter enfin que la crise économique et le désarroi politique s'abattent sur une population traumatisée et sur un État qui n'a pas pu depuis 1923 constituer une réelle unité nationale. Les acquisitions de la période 1912 à 1924 ont fait passer le pays de 63 211 à 129 281 km² par fin corporation des nouvelles provinces, principalement la Macédoine et la Thrace. En même temps, les échanges de population, obligatoires ou non, qui ont accompagné les guerres et leurs règlements dans les traités de Neuilly 1919 avec la Bulgarie et de Lausanne 1923 avec la Turquie, ont entraîné en 10 ans le départ de Grèce de près de 500 000 personnes et l'arrivée des 1,5 million de réfugiés. En 1928, sur une population totale de 6 204 000 habitants, ils sont 1 221 849 personnes. Aux problèmes posés par la réorganisation complète d'un pays, même avec l'aide coûteuse de la Société des Nations, et les besoins immenses de ces déracinés sans bagages, il faut ajouter le traumatisme des exilés mal intégrés qui se sentent étrangers dans leur propre pays et vivent encore parfois dans des baraques de fortune en 1940, et celui de tout un peuple qui voit s'écrouler son rêve, la grande idée, réunir en un État les terres de l'hellénisme antique ou byzantin. Le pays doit donc se reconstruire et rien n'est résolu en 1940. La Grèce est encore un pays blessé, divisé entre une vieille Grèce au sud, celle de 1830, et une nouvelle Grèce au nord, peuplée en large part de réfugiés désespérés. C'est sur une nation fragilisée et mal unifiée que s'abat le choc de la guerre. C'est aussi une nation qui se sait en danger. Les politiques ont progressivement réduit après 1924 les différends qui opposaient leur pays à la Serbie et à la Turquie, et garanti leurs frontières, mais le danger bulgare subsiste. La Bulgarie fait partie des États révisionnistes et ne s'en cache pas. Elle regrette à la fois la Grande Bulgarie dessinée en 1878 à San Stefano, la Thrace occidentale bulgare de 1913 à 1918 et la Macédoine orientale qu'elle a occupée pendant la Première Guerre mondiale. En 1936 comme en 1916, Metaxa voit dans ce voisin l'ennemi le plus dangereux, et lance donc sur la frontière nord la construction d'une ligne de fortins, la ligne Metaxa inspirée de la ligne Maginot, destinée à couper les axes menant vers la côte égéenne distante de 40 km de la frontière. Face au commun danger bulgare, fidèles à leurs accords, Grecs et Turcs observent la frontière. Mais force est à Metaxa de reconnaître, pour sa plus grande déception, que Mussolini est devenu l'ennemi prioritaire. Les impérialismes grecs et italiens s'étaient déjà opposés après 1918 en Asie mineure et au sud de l'Albanie, et le bombardement italien sur Corfou du 31 juillet 1923 avait montré que le contentieux n'était pas clos. Les convoitises italiennes se précisent avec l'entrée des troupes du Duce dans le royaume du roi Zog en avril 1939. L'Italie construit alors dans le sud de l'Albanie un aéroport et des routes dirigées vers la Grèce, lance une campagne anti-grecque à propos de l'attitude des Grecs face aux Albanais, monte une fausse attaque grecque de gardes-frontières italiens, accuse la Grèce de l'assassinat d'un patriote albanais, expulse le consul de Grèce en Albanie. Enfin le 15 août 1940, en plein pèlerinage de la Vierge, une torpille italienne partie d'un sous-marin coule le navire grec, Élie, dans le port de Tinos faisant 29 blessés. Metaxa, conscient de la faiblesse de son pays, après avoir poussé le roi Zog à aller chercher refuge hors de Grèce pour ne pas s'attirer d'ennuis, interdit les manifestations anti-italiennes et préfère ne pas découvrir l'identité du sous-marin coupable. Toutefois il se prépare comme l'explique l'attaché militaire français, Perronnet, dans son rapport du 2 février 1938-24. Comment faire admettre toutes ces entraves, celles faites à la liberté? Exactement comme l'ont fait les autres dictateurs. En disant à la nation qu'elle devait être fière d'elle-même, et pour lui donner cette fierté, en exaltant à chaque minute son passé et son avenir. Le signe le plus tangible, auquel l'hellénisme pouvait mesurer que les sacrifices consentis ne l'avaient pas été en vain, c'était le renouveau de puissance des forces armées. Reforger l'outil militaire, telle a été la grande pensée de M. Metaxa. Bornons-nous pour l'instant à énumérer le constant effort pour rétablir la discipline et l'esprit de manœuvre,
le réarmement sur terre, sur mer et dans les airs par l'achat de matériel moderne, l'encouragement à l'industrie nationale de guerre, les lois sur la mobilisation civile, les mesures de défense antiaérienne. Entre 1936 et 1939, Metaxa augmente de 25% les crédits militaires, commande des armes récentes, fait venir une mission navale britannique et porte le service militaire de 18 à 24 mois, mais il ne peut guère payer en devises les armes voulues. La France n'honore pas toutes ses commandes et l'Allemagne cesse ses livraisons en 1940, DQ'. Elle juge que la Grèce se rapproche trop des franco-anglais. Metaxa propose bien à la Grande-Bretagne une alliance dès 1938, mais celle-ci refuse pour ne pas se lier, sûre que tôt ou tard, le pays devra la suivre face aux ambitions mussoliniennes. Ce n'est qu'en avril 1939 qu'elle accepte de garantir les frontières grecques et jusqu'à sa mort en janvier 1941, le Premier ministre refuse de laisser débarquer des troupes britanniques, de peur de provoquer une riposte hitlérienne. Au vu de cette situation, Mussolini voit donc en la Grèce une proie facile, et se lance dans l'aventure en octobre 1940, sans réelle concertation avec son allié allemand. La guerre d'Albanie 25. L'ultimatum du 28 octobre exige que les Grecs, pour prouver leur neutralité mise à mal selon le Duce par leurs nombreux contacts avec la Grande-Bretagne, laissent l'armée italienne traverser leur pays et occuper les points stratégiques, ports ou aéroports de la côte ionienne, à titre défensif. Nationaliste, le dictateur grec ne peut que répondre non. Le 28 octobre est fête nationale en Grèce depuis octobre 1944 et demander à ses concitoyens de se montrer dignes de leurs ancêtres. L'ultimatum prévoit un délai de 6 heures, mais l'Italie attaque 2 heures plus tard, à 5 heures du matin. Le Duce avait longtemps été retenu par Hitler qui craignait de précipiter la Grèce dans les bras des Anglais, qui pourraient alors utiliser les îles pour contrôler l'accès aux champs pétrolifères de Roumanie indispensables à l'Allemagne. Mais quand au début d'octobre 1940 des conseillers allemands s'installent en Roumanie, Mussolini, pour limiter l'influence nazie dans les Balkans, décide de mettre Hitler devant le fait accompli. Le Führer est furieux de ce que son allié est attaqué en Épire sans songer à la Crète 26 où les Britanniques débarquent tout de suite des troupes, en même temps qu'il s'installe à Lemnos pour surveiller les détroits. Il est encore plus mécontent de le voir s'embourber puis reculer en Épire. La campagne d'Albanie est un calvaire pour les hommes des deux camps, les Grecs en font une épopée. Metaxa n'a qu'une politique défensive, son armement est désuet, 49 chars, 16 avions neufs, 50 plus anciens en mauvais état, 50 autres presque inutilisables, et il ne peut aligner que 16 divisions, environ 160 000 hommes, pas immédiatement présentes sur le terrain face aux 27 divisions italiennes, dont une blindée. L'armée italienne, profitant de sa supériorité mécanique et de l'effet de surprise, lance le 28 octobre 3 attaques en direction de Kastoria, Ioannina et Igoumenitsa. Elle atteint rapidement Kastoria et s'avance vers Igoumenitsa, mais la division alpine Julia, vaincue près de Metsovo, échoue et les Grecs lancent des contre-attaques victorieuses dès le 14 novembre. Entre le 15 et le 24 novembre, ils regagnent la frontière puis pénètrent dans le sud de l'Albanie où une importante minorité grecque les accueille en libérateurs. Le front se stabilise le 28 décembre pour des raisons matérielles et météorologiques, le long d'une ligne Chimara-Tebeleni-Argyrokastro-Koritsa-Pogradé 27. Au printemps suivant encore, les Grecs peuvent arrêter la nouvelle offensive italienne du 9 au 25 mars et progresser jusqu'au sud de Valona. Face à une armée moderne mais peu motivée, les Hellènes ont donc transformé, seuls, en première déroute de l'Axe, ce qui était supposé n'être qu'une simple formalité, occupant un territoire qui leur avait échappé en 1921 et que beaucoup d'entre eux estimaient leur appartenir de plein droit. La Grande-Bretagne par des bombardements en décembre 1940 et janvier 1941 sur la flotte ennemie, à Tarente, au large de Brindisi et de Vlora, a gêné le ravitaillement italien, néanmoins son aide matérielle, 1 avion, 200 camions, 180 000 paires de godillots, 350 000 paires de chaussettes et des milliers de couvertures, a pu atteindre l'Épire. La Grèce a donc combattu les Italiens avec des armes allemandes le plus souvent. Les Grecs ont rejoint le front à pied, tourné les obstacles à leur avantage, le relief, l'absence de route et le climat. Les blindés et les camions italiens n'ont pu circuler sur un sentier, traverser un torrent montagnard en crue, la hausse, le carburant manquait,
l'intendance italienne n'a pas suivi l'avance des troupes, brouillard, neige et nuages ont empêché l'aviation de jouer un rôle décisif. Dans les deux camps, le froid et l'absence de toute structure médicale accessible ont provoqué près de la moitié des pertes, pneumonie, pieds et doigts gelés. Les soldats grecs, soutenus par une union nationale totale, même Zachariadis, le secrétaire général du KKE, depuis sa prison, a appelé ses partisans à lutter dès le 31 octobre 1940, ont réalisé des miracles d'endurance et de volonté, rejoignant l'Épire à pied dans un temps record. Résistant au froid et à la faim, tandis que les paysannes transportaient sur leur dos munitions et produits alimentaires dans la neige à travers la montagne et que les citadines versaient de l'argent aux quêtes et tricotaient chaussettes et chandails. La Grèce a été en 1941 le premier pays victorieux d'un des membres de l'Axe, mais faute de plan d'attaque et de matériel, elle n'a pu exploiter sa victoire. L'attaque allemande. L'Allemagne ne peut laisser son allié ni les Balkans en danger. Aussi dès novembre 1940 dresse-t-elle les plans d'une intervention. Le plan Marita signé le 13 décembre 1940, 5 jours avant le plan Barbarossa. Sa mise en œuvre est prévue pour le avril 1941, 6 semaines avant l'attaque sur l'URSS. Dès lors, Hitler prépare le terrain diplomatique pour isoler la Grèce de ses partenaires de l'entente 28 balkanique. Il s'assure de la neutralité des Turcs, arguant de la menace que présentent pour eux les Soviétiques, alliés de l'Allemagne et toujours désireux de se rapprocher des détroits, et il tente de s'allier aux Yougoslaves en leur promettant Salonique et une aide face à l'Italie dans leurs ambitions en Istrie. La Bulgarie est facile à convaincre vu sa rancœur face à la Grèce. Hitler y installe des soldats en civil et une batterie aérienne dès le début de 1941. Le roi George II et son premier ministre, en novembre et décembre 1940, sont conscients du danger. Metaxa, par son ambassadeur à Berlin, demande plusieurs fois une médiation allemande entre son pays et l'Italie, sur la base du statu quo. George II se tourne vers Londres et le successeur de Metaxa, en février 1941, accueille à Athènes le ministre anglais des Affaires étrangères, Anthony Eden, et le général Wavell 29, commandant en chef des forces britanniques au Moyen-Orient. Les dirigeants anglais sont divisés. Les politiques souhaitent aider la Grèce, juste assez pour montrer à la Turquie et à la Yougoslavie qu'une garantie britannique est une réalité valable. Les militaires ne veulent rien céder pour une cause perdue et ne s'intéressent qu'à la Crète et à l'Égypte. Les contacts pris en février apportent aux Grecs un peu de matériel pris sur les ressources de l'armée britannique du Moyen-Orient, du matériel désuet, le plus récent restant en Égypte, et des troupes, des Néo-Zélandais et des Australiens, ainsi qu'une brigade polonaise, 62 000 hommes au total, dont les dernières débarquent en Grèce le jour de l'attaque allemande 30. Ce retard est aggravé par un désaccord sur la stratégie à suivre. Jugeant la zone nord perdue d'avance, la Grande-Bretagne ne souhaite défendre que le territoire au sud du fleuve Alekmon, qui longe le flanc nord de l'Olympe, ce qui signifie renoncer sans combattre à la Macédoine, à Salonique, à la Thrace et aux gains effectués en Albanie. Ce sont des lieux trop sensibles et symboliques pour les Grecs, aussi pour Papagos, ministre de la guerre et commandant en chef des troupes d'Albanie, est-ce inacceptable. La Grande-Bretagne insiste, Papagos louvoie, demandant avant d'accepter à être sûr de l'appui des Yougoslaves, et comme il n'obtient aucune garantie prétextant l'absence de moyens de transport, il ne retire de Macédoine qu'une faible part de ses troupes. Lors de la conférence d'état-major du 25 mars 1941, il décide de laisser ses forces en Thrace et en Épire et leur demande de sauver l'honneur, c'est annoncer la défaite. En effet, face aux 600 chars allemands, la Grèce n'a qu'un armement limité, 100 chars désuets, aucun canon à longue portée, peu d'avions, pas de défense anti-aérienne, des troupes dispersées sur les 950 km de sa frontière nord 31 dont une large part est immobilisée en Épire. Quelle que soit sa stratégie, elle n'a aucune chance. Les militaires britanniques sont convaincus de l'inefficacité de leur aide, et certains généraux défaitistes comme Tzolakoglu ont même contacté le consul allemand à Salonique avant le début des combats pour négocier une reddition honorable. En effet, pas de miracle face à l'armée allemande. Hitler attaque le 5 avril,
fait bombarder Belgrade et le Pirée où l'explosion d'un navire de munitions coule 11 autres bâtiments et bloque le port. Le 6, il lance ses chars à travers la Yougoslavie et le lendemain ils entrent en Grèce à la fois par l'axe Axios-Vardar en direction de Salonique et par Bitola Florina en direction de Kozani, tandis que les Bulgares attaquent la ligne Metaxa. La résistance du soldat grec est exceptionnelle mais le 9 avril les Allemands atteignent Salonique, et les forts Metaxa de Thrace qui tiennent bon, encerclés et coupés du reste du pays, reçoivent l'ordre de capituler. Le 11 avril la division SS Adolf Hitler atteint Kozani et se divise en deux colonnes, l'une allant sur Lamia via Elasson, l'autre visant Grevena, atteinte le 18 avril et Ioannina. Chez les officiers de l'armée d'Épire qui risquent à son tour l'encerclement, c'est alors la panique et le 17 avril, les généraux Tsolakoglou, Bakos et Demesticha demandent à Papagos de capituler. Il refuse et préfère laisser son poste à Tsolakoglou. Le lendemain, 18 avril, le Premier ministre Khorizi se suicide. Le 20 avril, sans communication avec Athènes, Tsolakoglou, à la tête du 3e corps d'armée de Macédoine occidentale, négocie seul la capitulation avec les Allemands en tentant de sauver les gains grecs en Épire, mais le Duce, mis au courant, proteste violemment auprès d'Hitler et obtient gain de cause. Tsolakoglou ne peut qu'à accepter la capitulation sans condition le 23 avril. La veille, le roi, ses ministres et son nouveau Premier ministre, Tsoudéro, se sont repliés sur la Crète. Le 27 avril, les Allemands entrent dans Athènes et Tsolakoglou est nommé Premier ministre. Les Britanniques, en faisant sauter les rares ponts et voies de chemin de fer, ralentissent autant que possible l'avancée allemande pour permettre l'évacuation vers la Crète de leurs hommes et des soldats grecs présents. Ils tiennent le défilé nord du Tampé, porte de la Thessalie jusqu'au 18 avril, celui des Thermopyles, porte nord de l'Attique jusqu'au 24, puis font sauter le pont de l'isthme de Corinthe, seul accès terrestre au Péloponnèse. Leur évacuation, selon Churchill, est réussie. 50 000 des 62 000 soldats britanniques sont sauvés mais 26 navires et 209 avions sont perdus tandis que 7 bâtiments grecs et 4 sous-marins parviennent à rallier Alexandrie. Churchill conclut : « Nous avons payé notre dette d'honneur avec beaucoup moins de pertes que je ne le craignais. » La reddition grecque est exceptionnelle car les 40 000 prisonniers sont libérés et les officiers peuvent conserver leurs armes. Hitler le 4 mai 1941 déclare : « L'équité historique m'oblige à constater que de tous les adversaires qui nous ont affrontés à ce jour, c'est le soldat grec qui a su se battre avec une vaillance et un mépris de la mort égaux aux nôtres. » Hommage rendu aux combattants, mais aussi à des frères ariens 32. Le 11 mai 1941, le continent et les îles sont occupés par la flotte italienne de l'Égée 33. Mais il reste la Crète qui, commandant l'accès à l'Égée et à la mer Noire comme à Suez et à la Méditerranée orientale, intéresse autant Hitler que Churchill. Dès 1938, les services britanniques préparent pour cette île des agents qu'ils recrutent parmi les archéologues comme Pendlebury, Hammond ou Hunt 34. Cependant la même situation se répète. La Crète n'a aucune route en bon état, un seul port équipé pour débarquer du matériel lourd, un seul aéroport à peine praticable, sans piste asphaltée ni éclairage de nuit. Le 1er novembre 1940, les premiers Néo-Zélandais débarquent, mais tout montre que l'état-major ne croit guère à la victoire. Le commandement en chef change 6 fois de titulaire en 5 mois et le dernier nommé, le 30 avril 1941, le général Freyberg, attend calmement l'attaque allemande. Il en connaît la date par ses services radio mais reste persuadé qu'elle se fera par voie maritime. À peine L9e du matériel promis est arrivé, il ne dispose que 40 avions dont 15 en bon état et n'a pas de batterie anti-aérienne. Le 13 mai il ne lui reste que 9 avions intacts, 10 autres arrivent, mais 2 jours plus tard, 8 D'. Entre eux sont déjà perdus et le 19 mai, les Britanniques préfèrent rappeler en Égypte les appareils encore intacts. Quand les nazis attaquent, le 20 mai, Freyberg n'a donc que 6 chars et pas d'avions, ses troupes sont relativement nombreuses, 4 000 hommes, auxquels s'ajoutent les soldats britanniques évacués de Grèce soit près de 32 000 hommes, mais il règne une vaste pagaille liée au refus des apostrophes. Incorporés, malgré les demandes insistantes des agents britanniques, les 10 à 20 000 soldats grecs repliés du continent et les volontaires crétois. Faute enfin de communication satisfaisante, les défenseurs de Réthymno ou Héraclion ignorent ce qui se passe à la Canée et inversement. Le plan allemand prévoit d'utiliser 550 avions de transport, 750 bombardiers, 2 divisions de montagne, un régiment blindé,
un bataillon motocycliste et les troupes d'élite aéroportées de Göring, 16 000 parachutistes suréquipés avec tablettes de survie, pilules de caféine et médicaments de base, 2000 cartouches par homme, radio, mitrailleuses, grenades. Le 20 mai, les hommes sont largués sur Castelli et Malem, l'aéroport de la Canée. Réthymno et Héraclion sont attaqués par des Stukas basés à Carpathos. Les grandes villes de la côte nord devaient, selon Hitler, tomber en une journée, mais grâce à la résistance spontanée des Crétois libérés des Turcs depuis 30 ans à peine, prendre l'aérodrome de Malem, la première étape, demande 2 jours. À Castelli, au bout de 2 heures, seuls 17 parachutistes sont encore vivants. À Héraclion, 1300 Allemands meurent en 2 jours. Malgré cela, dès le 23 mai, les Allemands peuvent débarquer des renforts. Castelli tombe le 25 mai, Héraclion le 28, Réthymno le 29, tandis que la pointe orientale est confiée aux Italiens qui bombardent Ahiera-Petra et débarquent à Sitya. Le 27 mai, Freyberg reçoit l'autorisation de commencer l'évacuation de ses troupes qu'il réalise entre le 28 mai et le juin. Tandis que le relief et l'absence de route ralentissent la progression allemande vers l'intérieur, le roi, son gouvernement et 16 000 soldats britanniques sont évacués, grâce aux pêcheurs des petits ports de la côte sud, Corasfakion, Agiarumli et Preveli, ce qui coûte en 2 jours à la flotte britannique, pilonnée par la Luftwaffe, 26 bâtiments, 9 sont coulés, près de 2000 hommes. 5000 hommes restent piégés en Crète, certains sont faits prisonniers, d'autres, cachés par les habitants, sont peu à peu évacués vers l'Égypte, d'autres enfin s'engagent et meurent aux côtés des résistants crétois. Pendlebury a été tué dès les premières heures. Le dernier d'entre eux, le néo-zélandais Perkins, est tué au combat en février 1944. La mésentente entre néo-zélandais, australiens et anglais, le peu de confiance accordée aux volontaires grecs, l'absence de tout plan de contre-attaque, les erreurs de Freyberg ont précipité la défaite. Obligée de tenir seule sur tous les fronts jusqu'en juin 1941, la Grande-Bretagne n'a pu ou su se donner les moyens de garder la Crète et a choisi l'essentiel pour elle, l'Égypte. En Crète, l'Allemagne aurait perdu 6500 hommes, la Grande-Bretagne 2500 et l'armée grecque 1250 hommes auxquels on peut ajouter 3000 civils. Au total, selon Churchill, la Grande-Bretagne en avril et mai 1941 a laissé en Grèce 14 000 hommes, les Allemands 17 000 hommes. L'Allemagne n'avoue que 6 000 victimes, et les Grecs, depuis novembre 1940, ont perdu 15 000 morts et plus de 70 000 blessés. La Grèce, ou plutôt la volonté de combattre des Grecs, a surpris tout le monde, y compris ses propres généraux. Après la défaite catastrophique devant Kemal en août et septembre 1922, l'unité grecque se reconstruit autour d'une fierté retrouvée. Outre la première défaite infligée aux Italiens, elle se flatte d'avoir décimé l'élite irremplaçable des parachutistes de Göring et d'avoir retardé de quelques semaines l'attaque sur l'URSS 35, en tout cas d'avoir fait perdre aux nazis 350 avions, dont 150 avions de transport, qui leur font cruellement défaut l'hiver suivant à Stalingrad. L'armée hellène ne participe au combat qu'entre le 28 octobre 1940 et le 23 avril 1941, mais la participation des Grecs à la guerre ne s'arrête pas là. Tandis que certains acceptent de présider des gouvernements d'occupation à Athènes, le roi George II et son ministère, à Londres et au Caire, se tiennent aux côtés des Britanniques et des Grecs continuent de combattre. Les uns en Grèce même créent la résistance, d'autres, intégrés dans les armées britanniques du Moyen-Orient où s'engagent également des Grecs d'Égypte et des Chypriotes grecs, participent à El Alamein et à la reconquête de l'Italie. Enfin, la flotte grecque, qui entre 1908 et 1939 régnait sur les lignes transatlantiques 36, entre au service des Alliés et peu à peu disparaît dans l'Atlantique. Les armateurs d'Andros perdent dans l'Atlantique 60 de leurs 81 navires, ceux de Chios perdent plus de 80 bâtiments 37. Néanmoins, les victimes de l'action militaire ne sont qu'une faible part de toutes les victimes de la guerre dans le pays. La défaite militaire ouvre une période plus tragique encore. 2. La Grèce occupée. 1941-1944. L'occupation de la Grèce par les pays de l'Axe présente des caractéristiques que l'on peut retrouver en d'autres pays d'Europe. Elle s'en distingue en ce qu'elle inaugure une décennie de violence et de désintégration économique et sociale inconnue jusque-là. Les réalités concrètes de l'occupation. Le choix d'un exposé thématique occulte la progression de la tragédie. Aussi faut-il préciser les grandes lignes chronologiques. La Seconde Guerre mondiale a pour les Grecs duré 4 ans.
La première année, d'octobre 1940 à octobre 1941, est celle des combats et de unanimité héroïque dans la défense du pays. La seconde, d'octobre 1941 à octobre 1942, est dominée par les ravages de la famine et le bouillonnement des bonnes volontés des débuts de la résistance. Les 2 dernières années, octobre 1942 à octobre 1944, sont une marche en avant vers toujours plus de violence et de tragique, qu'il s'agisse des représailles allemandes contre une résistance qui s'étend ou des luttes entre Grecs à propos du régime de la future Grèce libérée. Dans l'année 1943, la fondation des premières milices collaborationnistes, le départ des Italiens, la première lutte armée entre les résistants, entraîne une aggravation des conflits et de la sauvagerie en tout domaine. C'est en pratique une triple occupation. Les Allemands soucieux d'économiser leurs hommes se réservent les points clés, la Macédoine occidentale avec le port de Salonique et l'axe du Vardar, une bande frontière le long de l'Evros face à la Turquie et les îles de la sortie des Dardanelles, Lemnos, Lesbos, Chios, la Crète, sauf sa partie orientale, le Pirée et les îles du Saronique, Milos et sa rade exceptionnelle. Il laisse les Bulgares annexer la Macédoine orientale, la Thrace et les îles qui lui font face, et confie le reste aux Italiens. Autorités allemandes et italiennes sont cogérantes à Athènes où la commandanture s'installe à l'hôtel de Grande-Bretagne sur la place centrale. Les directions allemandes de Salonique, Héraclion et Athènes dépendent du Haut Commandement général allemand pour l'Europe du Sud-Est dont le siège est à Belgrade 38. La Grèce est divisée. Les 3 zones sont gérées différemment, le pays est partagé en 13 zones économiques hermétiquement closes. La navigation intérieure, soumise au blocus britannique, est étroitement contrôlée, même la pêche est interdite, les îles sont isolées. Les Bulgares annexent la Thrace égéenne qu'ils bulgarisent. Nom de village, pierre tombale, patronyme, enseignement, liturgie doivent être en langue bulgare, l'usage du grec est interdit en public, les livres en grec sont détruits, chaque entreprise grecque reçoit un patron bulgare et des colons bulgares s'installent, souvent d'anciens échangés des années 1912 à 1927. Si la liturgie en bulgare ne semble guère avoir perturbé les Grecs, ils n'acceptent pas la bulgarisation générale et cessent d'envoyer leurs enfants à l'école. Les Bulgares ne sont pas plus appréciés des musulmans, 100 000 personnes, exemptés des échanges obligatoires de 1923, qui vivent en Thrace. Ils imposent en effet aux quelques 20 000 musulmans qui parlent le pomak, un dialecte bulgare mêlé d'éléments turcs et grecs, un baptême collectif, tactique inefficace déjà suivie en 1913 pour ramener à leurs origines ceux qui ils considèrent comme des frères égarés, islamisés de force. Un nouveau recensement en juin 1942 ne laisse le choix qu'entre se déclarer bulgare ou quitter la région, ce qui provoque le départ de plus de 200 000 Grecs, un tiers de la population de la zone occupée par les Bulgares, vers l'ouest de la Macédoine où les Allemands en sont fort encombrés, et de nombreux musulmans vers la Turquie. Aussi, les autorités allemandes qui pensaient en juillet 1943 confier toute la Macédoine aux Bulgares pour pallier la défection italienne, renoncent-elles devant les manifestations et le désordre que provoque ce projet et en novembre, se contentent de leur céder la région de Kilkis, la Chalcidique et le nord du Nome de Salonique. À l'inverse, pendant quelques semaines les Grecs acceptent mal de voir les Italiens occuper des terres qu'ils n'ont pas gagnées au combat, et créer dans les îles ioniennes un État ionien annexé de fait à l'Italie. Par la suite, la coexistence se révèle assez facile. Les militaires italiens essayent parfois d'alimenter la population et n'appliquent ni les représailles massives ni la politique raciale demandée par les Allemands. Localement, une moindre volonté agressive ou le commun tempérament méditerranéen crée entre les uns et les autres, souvent dans les îles où les garnisons sont réduites, des relations personnelles, relations d'affaires plus ou moins légales, échanges de bons procédés, liens amicaux ou même amoureux avec des jeunes gens pas toujours très fiers de leur position. En Crète, le général Angelo Carta abrite dans sa zone d'occupation des résistants recherchés par les Allemands, aide certains d'entre eux à rejoindre le Dodécanèse et organise même de fausses exécutions pour leurrer ses alliés. Après le débarquement en Sicile, 9 juillet 1943, les autorités allemandes se préparent à la défection italienne pour éviter que les armes ne tombent aux mains des résistants grecs. En septembre, quand les soldats italiens des petites garnisons apprennent que le gouvernement Badoglio a demandé armistice, ils font la fête avec les Grecs et persuadés de rentrer au pays, leur distribuent les rations alimentaires ou leur vendent des armes.
Le général Carta contacte les agents anglais, leur communique des renseignements et propose même de joindre ses forces aux leurs si elles débarquent en Crète. La division Pinerolo et la brigade de cavalerie Aoste, stationnée en Thessalie, négocient avec les représentants des mouvements de résistance et de la Grande-Bretagne pour combattre à leurs côtés en unités autonomes qui garderaient leurs armes. Mais les résistants de l'Hélas les isolent et les désarment. Aussi pour éviter de telles situations, les Allemands exigent-ils simplement la reddition des Italiens. Ils les transfèrent en Allemagne via Chaïdari, le camp de détention ouvert en septembre 1943 près d'Athènes. À Rhodes, 40 000 hommes du Duce sont faits prisonniers et dans les îles Ioniennes, la mésentente est tragique, un premier convoi est déporté, un autre venant de Corfou est noyé dans le naufrage du bateau qui le transporte. 500 victimes. Les Allemands font finalement 5000 victimes dans les forces italiennes de Céphalonie. L'Italie avait 93 000 hommes sur le continent grec, 70 000 hommes dans les îles, Dodécanèse compris, 10 000 d'. Entre eux ont choisi de suivre les forces allemandes, certains ont ensuite rejoint la résistance grecque, et environ 10 000 autres selon les sources britanniques, sont restés en Grèce. À Corfou 1500 à 2000 hommes, et dans les villageois ou les résistants, les autres, s'ils survivent, sont détenus en Allemagne. La dernière année de l'occupation est donc, le plus souvent, une occupation allemande, d'autant plus mal ressentie qu'elle est plus dure que celle qui l'a précédée. Ce sont le plus souvent les conditions imposées par l'Allemagne qui symbolisent occupation. Hitler n'a aucune raison particulière de ménager la Grèce qui doit, comme les autres pays occupés, fournir des matières premières, des produits alimentaires, de l'argent et des hommes. Pour mettre la main sur les richesses minières, chrome ou nickel, des contrats avec les entreprises allemandes ou italiennes sont imposés aux entreprises grecques. Les rares moyens de transport, le carburant, le coton et les cuirs sont réquisitionnés et les prélèvements agricoles sont importants. Entre mai et septembre 1941, ils portent sur 71 000 tonnes de raisins secs, 10 000 t. D'huile d'olive, 110 000 t de tabac, 5 000 t de coton, 4 000 t de figues ou encore 2 500 t de fèves. Enfin l'Allemagne fixe, comme ailleurs et malgré les avertissements des Italiens qui prédisent la ruine du pays, des frais d'occupation de plus en plus élevés, 6 milliards de drachmes en avril 1941, 180 milliards en octobre 1942, 230 milliards de drachmes en novembre 1943. Pour couvrir les dépenses, elle imprime des drachmes d'occupation, l'Italie des drachmes de L'. État ionien, et le gouvernement grec actionne la planche à billets. La monnaie en circulation est donc multipliée par 6 entre mai 1941 et mai 1942, par 2700 entre mai 1941 et L'. Été 1944 et elle perd toute valeur. Le souverain or anglais vaut 34 000 drachmes en décembre 1941, 1 250 000 en décembre 1943. Les conséquences de cette politique sont capitales. C'est la déforestation des alentours d'Athènes où les arbres sont le seul moyen de chauffage et de cuisson, le chômage, car les artisans n'ont plus de clients et les rares usines ferment faute de matières premières. La production d'électricité est divisée par 2 entre 1940 et 1942. La production de filets de coton baisse de 85% dans la même période. Plus grave encore, faute de matériel, d'engrais, d'hommes, les soldats n'ont pas tous pu rejoindre leur village, et d'animaux de trait, la production agricole s'effondre. Ainsi en 1942 par rapport à la moyenne des années 1937 à 1940, la production de tabac, de coton, de laine, de soie, d'huile d'olive a diminué de près de 90%, celle de blé, de lentilles et d'orge de 62 à 72%. La rareté des produits disponibles et l'augmentation de l'argent en circulation provoquent une inflation sans pareille et la destruction du système monétaire. L'oka 40 de pain à Athènes passe de 12 drachmes en 1940 à 760 en janvier 1942 et 34 millions en septembre 1944. L'oka d'huile passe de 50 drachmes en 1940 à 1450 en janvier 1942 et même 400 000 drachmes en janvier 1944. L'oka de feta de 30 drachmes en 1940 à 20 000 en décembre 1943. Mark Masover 41 estime que les prix entre mai 1941 et juin 1942 ont été dans l'ensemble multipliés par 160 et les salaires par 6. Selon une autre estimation, les prix à Athènes auraient été multipliés par 10 000 entre octobre 1941 et février 1944. Le souverain or anglais devient l'unique valeur refuge.
On ne paye plus en monnaie mais en produits alimentaires ou en tablettes de quinine, indispensables contre la malaria. Le troc règne, et de nombreuses grèves ne visent plus qu'à obtenir des rémunérations en blé, lentilles, huile ou tout autre produit échangeable. De cet effondrement général découle l'une des réalités tragiques de occupation. La famine, sévère à Athènes et dans les Cyclades entre septembre 1941 et l'été 1942, puis plus rampante mais toujours présente dans les deux grandes villes où arrivent les secours, elle s'étend peu à peu, en 1943 et 1944, aux régions montagneuses isolées et dévastées par les représailles contre la résistance. Allemands, Italiens et Britanniques se renvoient la responsabilité du désastre. La chute de la production et les réquisitions allemandes diminuent les quantités disponibles déjà insuffisantes. Dès le 25 mai 1941, le plénipotentiaire allemand, Altenburg, a prévenu Berlin des risques. Le cloisonnement des zones d'occupation et la fermeture des mers empêchent l'acheminement des blés de Macédoine vers le sud ou celui de l'huile de Crète et de Lesbos vers le continent. Les Allemands laissent aux Italiens, qui leur demandent de réduire leurs prélèvements, la liberté de ravitailler leurs zones sur leurs propres réserves, mais le Duce n'a pas de blé en excès et le blocus britannique empêche toute importation. Quant au gouvernement en place, il est incapable de collecter la nourriture dans les campagnes vu l'inflation et les saisies effectuées par les occupants dans les entrepôts. La famine frappe sauvagement Athènes, située loin des centres de production et dont la population est gonflée par les réfugiés et les soldats démobilisés. Les Cyclades, privées des ressources de la mer, où les rendements des cultures sont faibles, sont également gravement touchés. Le décompte des victimes est difficile car les chiffres peuvent aussi être une arme de propagande. Qui compte? Qui est mort de faim ou d'une maladie aggravée par la faim? Tous les morts ne sont pas déclarés. Des squelettes sont abandonnés dans les rues par la famille honteuse qui veut garder des cartes de ravitaillement. Même si le gouvernement n'assure plus que 200 calories par jour en février 1942. Entre octobre 1941 et octobre 1942, dans la région qui réunit à Athènes, le Pirée et Égine, 50 000 décès dus à la faim sont déclarés. À Syros, où dans l'année 1939 les naissances dépassaient les morts de 52 personnes, on constate que le chiffre des morts dépasse de 962 celui des naissances en 1942. La même année 18 exilés meurent de faim à Anafi, 33 à Agios Evstratios. Le total des victimes serait de 250 000 personnes en un an selon la Croix-Rouge, de 500 000 pour l'antenne grecque de la BBC, avec la prolongation et L'. Extension de la disette. Ce sont 300 à 360 000 personnes qui, entre 1941 et 1944, sont mortes victimes de la faim en Grèce, sur une population de 7,3 millions d'habitants, soit 65 à 70% de toutes les victimes de la guerre. Cette situation, vite connue hors de Grèce, y compris par la propagande allemande qui dénonce le blocus anglais, provoque plusieurs initiatives qui finissent par porter leurs fruits en l'été 1942. Dès novembre 1940 se crée aux États-Unis, sous la direction de Vanderbilt et de Skouras, président de la Fox, d'origine grecque, la Greek War Relief Association Incorporated of New York qui collecte des fonds pour acheter des céréales en Turquie. Une mission de la Croix-Rouge s'installe à Athènes en octobre 1941 et au même moment, le Kurtulus, un petit navire turc affrété par les associations grecques de New York et d'Istanbul, effectue son premier voyage vers la Grèce sous le drapeau du Croissant Rouge. Au 5e voyage il est coulé, le Dumupinar lui succède, mais la Turquie en avril 1942 interdit les exportations de céréales et au total, seuls 17 500 tonnes de céréales et de légumes secs ont pu atteindre la Grèce. Le salut ne peut donc venir que de la fin du blocus britannique. En juin 1941, Tsoudeiro avait déjà exposé la situation à Churchill. En novembre 1941, le Vatican intervient à son tour, puis Roosevelt en décembre. En janvier 1942, le gouvernement Tsoudeiro en exil menace de démissionner si rien n'est fait, les marins grecs de la flotte britannique font de même. La Grande-Bretagne se décide. En mars 1942, elle laisse passer un premier navire chargé de blé australien payé 42 par le gouvernement grec. Le voyage de George II et de Tsoudeiro aux États-Unis en juin 1942 permet d'organiser un trafic de blé nord-américain chargé sur des navires suédois. Une première cargaison quitte le Canada en août 1942.
et dès lors des apports réguliers évitent le million de morts annoncé pour l'année 1942 à 1943 par la Croix-Rouge. La faim cependant reste permanente et, selon le même organisme, on ne trouve à Athènes qu'environ le tiers des approvisionnements nécessaires à une alimentation correcte. De plus, le gouvernement collabore avec les Allemands pour que l'aide n'atteigne pas la montagne, affamant ainsi les résistants et les habitants. Famine et inflation ont des conséquences cruciales: l'affaiblissement physiologique de toute une population, forte mortalité infantile, recrudescence de la mortalité et du rachitisme, et la désagrégation totale de la société. On vend n'importe quoi pour survivre, meubles, lits, vêtements, tapis étalés dans la rue, sa maison même, on vend également son corps. L'argent économisé perd toute valeur, le travail aussi qui ne permet pas la survie, celui qui se croyait à l'abri n'a plus rien. Le gouvernement organise des distributions 2 à 3 fois par semaine, des associations de dames charitables, la Solidarité nationale 43, émanation de l'EAM, l'organisation de résistance liée au Parti communiste, la Croix-Rouge, se charge de sissi ou soupes populaires dans les quartiers pauvres, mais l'ensemble reste insuffisant. Le marché noir sévit à tous les échelons de la société et surtout aux plus élevés qui ont accès au stock, les notables, les militaires italiens, même la femme du Premier ministre. Au printemps 1942, 2 ministres accusés de trafic doivent démissionner. En 1945, le président de l'Association des commerçants de Salonique, le gouverneur de Macédoine comme le président de la Chambre d'industrie de Salonique sont eux aussi accusés de marché noir à grande échelle. Quant aux occupants, les uns jugent qu'une population affamée ne cherche plus à lutter, d'autres craignent que le désespoir engendré par la faim n'entraîne la révolte. La réalité fournit des arguments aux deux. La sous-alimentation joue un rôle sur le dernier volet des réquisitions allemandes, celui des travailleurs. Les occupants s'efforcent comme ailleurs, par une propagande alléchante promettant travail et salaire, de recruter des travailleurs volontaires. Les résultats sont maigres, la persuasion est peu efficace, 550 Grecs en 1941, octobre, 11 000 à la fin de 1943 travaillent en Allemagne et Autriche 44 où les employeurs se plaignent du matériel reçu, dans L'. Été 1942 sur 500 travailleurs arrivés à Gau-Oberdonau, 272 sont atteints de malaria, 66 de trachome et 17 de tuberculose. Sur un convoi arrivé au Tyrol en septembre 1942, 80% des recrues sont déclarés inutilisables, et ceux qui sont aptes sont, dit-on, peu efficaces et désobéissants, ils critiquent, discutent, vont au café et séduisent les femmes allemandes. Quand en février 1943 se répand dans Athènes le bruit d'une réquisition des travailleurs, une vague de manifestations se déclenche, orchestrée par l'EAM, la branche syndicale de l'organisation résistante EAM 45. Le 23 février 1943, des milliers de personnes sont dans la rue. La journée du lendemain tourne à L'. Émeute, le ministère du Travail est incendié, des Italiens sont poignardés ou lapidés, et malgré une centaine de victimes, de nouvelles manifestations ont lieu le 27 février et le 5 mars. À la demande des autorités allemandes en Grèce et de l'archevêque d'Athènes, Damaskinos, nommé pourtant par les autorités d'occupation, Berlin renonce le 7 mars à ses exigences pour ne pas gonfler les effectifs de la résistance. Les Grecs ont gagné. Ils sont le pays occupé qui a fourni le moins de travailleurs à l'Allemagne. En revanche, autre réalité de occupation, la Grèce n'a pas su ou pu protéger sa communauté juive qui fut une des plus frappées par les persécutions nazies. L'Allemagne a réussi à faire disparaître une communauté attestée dès le passage de Saint-Paul. La Grèce du Sud et les îles comptent en 1940 de petites communautés juives rouméliotes, hellénophones, anciennes et bien intégrées, 10 à 15 000 personnes au total, tandis qu'en Grèce du Nord vit une importante communauté séfarade ladinophone accueillie par les Ottomans à partir du XVIe siècle. La ville de Salonique constitue un cas particulier car les Juifs qui, en 1912, y dominaient numériquement et économiquement, ont perdu, avec l'incorporation à la Grèce, le départ des musulmans et l'arrivée massive des réfugiés, cette prééminence et la confiance reconnaissante qui les liait aux Ottomans. En 1905, ils étaient 80 000, soit 59% de la population totale selon le recensement ottoman, 61 000 soit 39% selon le recensement grec de 1913, mais seulement 55 000 soit 22,6% de la population totale au recensement de 1928.
Les règles ottomanes leur permettaient de conserver leur spécificité alors que le nouvel État grec, assimilateur, tolère mal les différences et les relations entre les Juifs, souvent antivénizelistes, et les réfugiés qui les jugent turcophiles et redoutent leur poids électoral, sont tendus. En 1936, l'extrême droite invoquant une collusion judéo-bulgaro-communiste provoque même un pogrom au quartier de Campbell. Proportion dans la population totale, intégration plus ou moins réussie, politique variant selon l'occupant explique le devenir différent des populations juives grecques en 1943. Dès l'été 1941, des officiers allemands visitent la Grèce et dressent inventaire des biens juifs récupérables. Rosenberg a réuni 10 000 livres pris aux Juifs de Grèce, et l'année suivante les nazis s'attaquent aux Juifs de leur zone d'occupation. Le 11 juillet 1942, le général von Kerensky réunit à Salonique près de 10 000 Juifs sur la place centrale, les recense et les laisse souffrir toute la journée au soleil sous les coups et les insultes, puis, en décembre, il commence à démolir le cimetière israélite. En février 1943 arrivent en Macédoine les envoyés d'Eichmann, Wisła Isny qui a déjà réussi la déportation des Juifs de Slovaquie et Alois Brunner. 6 000 familles sont regroupées dans le quartier Hirsch transformé en ghetto, le port de l'étoile jaune devient obligatoire et quelques jours plus tard, les soldats liquident le ghetto. Dès le 15 mars 1943 part le premier convoi pour Auschwitz où, en 5 mois, est déporté l'ensemble des Juifs de Macédoine, tandis que les consuls d'Italie et d'Espagne tentent d'épargner leurs ressortissants en les faisant envoyer à Bergen-Belsen. Les Bulgares qui sont parvenus à conserver en Bulgarie leurs concitoyens juifs cèdent aux demandes allemandes et acceptent de déporter les quelques milliers de Juifs de la Thrace égéenne qui, eux aussi, sont dirigés sur Auschwitz. Les généraux italiens Vecchiarelli et Geloso refusent la déportation depuis leur zone. Aussi dès leur départ en septembre 1943, Wisła Isny arrive-t-il à Athènes pour compléter rapidement son travail. Il donne au grand rabbin 3 jours pour fournir les listes de sa communauté, mais le rabbin profite du délai, rejoint avec sa famille les résistants et avertit ses collègues de Thessalie. Seuls 1200 des 8000 Juifs d'Athènes sont effectivement enregistrés. Au goût d'Eichmann, la déportation n'avance pas assez vite, aussi le Hauptsturmführerbürger remplace-t-il en janvier 1944, Wisła Isny promu, directeur du camp de Theresienstadt. Les mois suivants, les derniers de Focupation, les Juifs romagnotes sont déportés à leur tour. Le 23 mars 1944, 1 millier de Juifs arrêtés à la sortie de la synagogue à Athènes partent pour Auschwitz où le docteur Mengele sélectionne 648 D'. Entre eux pour ces expériences. Le 25 mars, ceux de l'Oannina sont déportés, le 8 juin ceux de Corfou malgré les retards apportés par le responsable allemand local, en juin ceux de Crète qui périssent dans le naufrage du navire coulé par une torpille anglaise qui les menait au Pirée. Les derniers, en juillet 1944, sont ceux de Rhodes et Kos dont le convoi atteint Auschwitz le 16 août. Entre 60 et 65 000 Juifs grecs sont arrivés en Pologne où ils sont jugés de faible qualité. Des 48 774 arrivants de Salonique, 37 386 sont gazés immédiatement, seuls 12 757 ont travaillé à Birkenau, 2 469 sont encore vivants le 2 septembre 1944, combien le sont le 27 janvier quand les soldats soviétiques découvrent ceux que leurs gardiens avaient jugés incapables de se déplacer? Les quelques 15 000 Juifs qui ont échappé à la déportation le doivent aux Grecs qui les ont cachés. Ainsi les 257 Juifs de Zante avec la complicité des Italiens, aux résistants qui les ont abrités ou engagés, 650 dans les rangs de l'Hélas, aux complicités qui leur ont fait gagner la Turquie, environ 1500 personnes depuis Athènes. Les chiffres de la déportation restent imprécis, plus de 54 000 personnes ont été enregistrées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.